bonne littérature. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les élections américaines. Ça y est, Donald Trump a été réélu. Je voulais absolument vous en parler, vous proposer mon analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'exister, dans la mesure où j'anime une chaîne YouTube. Donc le jour où je suis meilleur en pâte à pain, j'ouvre une boulangerie. Aujourd'hui, on fait du commentaire politique, on fait de l'analyse. Donc on va se risquer à ça avec quelques éléments de contexte très importants. On va prendre le temps, vraiment dans cette analyse, je veux prendre le temps de faire du 100% juste milieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi prendre le temps d'analyser, de regarder tout ça froidement. Parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires. Ouais, mais Rémi, ça fait une semaine qu'on a le résultat. On attendait le commentaire. Nanani, nanana. Oui, absolument. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait un média alternatif. Parce que si on fait de l'information alternative pour faire du commentaire en temps réel, qu'est-ce qui nous sépare de BFM TV ? Donc, oui, ça fait une semaine, mais ça fait une semaine avec plaisir. C'est pour ça, je voulais prendre le temps d'une analyse à froid. D'analyse à froid. Ça sert à quoi d'analyser un résultat alors qu'on l'a même pas, d'analyser un résultat quelques heures après. Voilà, je voulais absolument prendre le temps, faire ça à froid, vous proposer mon analyse en l'ayant travaillé avec quelques éléments et voir ce que ça peut donner. Donc, c'était volontaire de ma part d'attendre, de prendre du temps. Parce que sinon, du commentaire, si vous voulez, commenter l'immédiat, c'est du BFM TV. Donc vous le savez, ça ne me passionne pas. Donc autant marquer une différence supplémentaire ici. Ensuite, le deuxième avertissement avant le décollage que je vous propose, c'est que je vais vous proposer une analyse 100% juste milieu. Donc, Trump va manger, je vais critiquer Trump, je vous le dis tout de suite, au moins c'est clair. Je vais critiquer Harris, je vais probablement tout critiquer. Au sens étymologique, critiquer, mettre en crise, on est d'accord. Donc, ceux qui partent du principe que dire quelque chose de négatif contre Trump, c'est être pro-Harris, ou à l'inverse, ceux qui pensent que dire quelque chose de positif sur Trump, c'est être pro-Harris, ou anti-Trump, enfin bref, vous avez compris l'idée. Évidemment, vous n'êtes pas au bon endroit. Une fois de plus, si vous voulez du pro-Trump, vous allez sur CNews. Si vous voulez du pro-progressiste, vous allez sur BFM. Mais sur Juste Milieu, on va essayer d'assumer la charge qui est la nôtre, à savoir le nom de cette chaîne YouTube, et on va essayer de proposer une analyse juste milieu. Voilà, critiquer tout ça, analyser tout ça, réfléchir sur tout ça. Et entendre des critiques sur nos convictions n'empêche pas de les penser autrement. Au contraire, je suis plutôt militant du fait d'apprendre à penser contre soi-même, à construire des désaccords, à revenir par moment sur ce que l'on pense, que rien n'est définitif. Parce que sinon, là encore, si on commente l'immédiat et qu'on n'est pas prêt à penser contre nous, autant rester sur BFM TV. Voilà. Donc ceux qui vont mettre des commentaires en disant « Oh, t'as critiqué Trump, c'est inadmissible », vous n'avez juste pas compris la démarche. C'est malheureux qu'on ne soit pas d'accord sur les critiques qui vont être faites avec plaisir, d'où l'intérêt du débat. Par contre, si on part du principe que critiquer quelque chose, c'est être anti quelque chose, ou faire un compliment à quelque chose, c'est être pro quelque chose, c'est du niveau de BFM TV. Effectivement, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez compris l'idée, les amis, le petit rappel important pour assumer une fois de plus la ligne juste milieu. Alors, on commence déjà quelques éléments basiques. Le résultat de ces élections, il est simple, c'est un raz-de-marée. Trump a mis une immense volée au camp démocrate représenté par Kamala Harris. Je vous ai pris un résumé d'une chaîne Twitter qui s'appelle Auréa Libé, si vous voulez jeter un œil, qui a fait un très bon résumé du scrutin. Je vous lis quelques éléments pour comprendre le raz-de-marée face auquel nous sommes. Trump a gagné le Sénat, le Congrès et la Chambre des représentants, tout en contrôlant déjà la Cour suprême. Trump a remporté la victoire dans tous les swing states, donc les États pivots. Trump remporte 31 États sur 50. Trump a pour la première fois remporté le vote populaire avec 5 millions de votes d'avance. Trump est majoritaire dans le vote des hommes et femmes blancs, des Amérindiens et dans celui des hommes latino-américains. On y reviendra, c'est un problème important.
Enfin, un élément important, c'est pas un problème, c'est un élément important. Trump a remporté la région de Star au Texas, qui est la région la plus hispanique des États-Unis. Trump a gagné Dearborn dans le Michigan avec le vote musulman, qui est la ville où la communauté musulmane est la plus présente aux États-Unis, hein, Dearborn dans le Michigan. Trump a obtenu un pourcentage plus élevé du vote juif qu'aucun autre républicain. Trump voit aussi son score augmenter chez les hommes noirs avec une progression de 13 points par rapport à 2016. Bref, vous avez, je vous mettrai toutes les stats, toutes les sources, hein, en description, tous ces éléments-là qui sont très importants et qui démontrent la lourde victoire, large victoire de Donald Trump dans cette élection. Donc, on va être très clair, c'est un raz-de-marée. Pas besoin de passer 3 heures là-dessus. Les démocrates se sont fait ramasser, ce qui soulève de sérieuses questions. Vers la fin de la vidéo, on y reviendra. Mais on est dans une situation jamais vue dans l'histoire américaine, hein. Trump a tout remporté sur son passage. On est face à une défaite plus que cuisante pour les démocrates. Alors ça, c'est ce qu'on nous dit généralement. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça sur la situation des démocrates. J'y viendrai. Donc, sur le résultat, on va pas faire 8 heures là-dessus. Vous avez compris l'idée. Vous en avez entendu parler plusieurs fois. Vous suivez des chaînes comme moi qui sont très bien. Vous suivez le Cercle Aristote, Toxin. On a qui? On a Éric Morillo et les Incorrectibles. On a bref, tout le monde, hein, tous les chaînes de médias alternatifs, vous les connaissez, vous avez suivi, pas de problème. Mais rentrons d'ores et déjà dans l'analyse. Parce que d'emblée, ce qui est dit, hein, sur ces élections, c'est que cela marque, voilà, ça y est, la défaite des démocrates, la défaite des progressistes, la défaite des woke, on va y venir. Pour moi, c'est un peu le sous-titre de cette première grande partie. On est dans la fin de la pièce de théâtre. Ou, autre sous-titre que je voulais vous proposer, la victoire du bon sens face aux excès du progressisme. Parce que je pense que, effectivement, dans les chaînes, je vois dans le chat, hein, Le Monde Moderne, Putsch, toutes les chaînes et médias alternatifs des copains qu'on embrasse, évidemment, vous les avez toutes en tête. Je pense que cette victoire n'est pas seulement la victoire de Trump. Je vais y venir, c'est le thème de cette grande partie. Déjà, si on prend point par point, hein, quand je vous dis que c'est la fin de la pièce de théâtre, les sondages sont encore dans le faux. On aura eu 2005 pour ce qui était de vote pour la Constitution européenne en France, on aura eu le Brexit, on aura eu Trump en 2016, on aura eu en fait tous les grands votes politiques et internationaux se sont plantés. En fait, c'est simple, hein, c'est extraordinaire de se planter avec une telle régularité. Donc, une fois de plus, les sondages se sont pété la gueule. Ils nous annonçaient un match serré. Harris qui était devant, hein, si on écoutait certains médias français et européens, en tout cas certains médias occidentaux, qui expliquaient que Harris était devant, que c'était au coude à coude, qu'Harris pouvait gagner, qu'Harris devait gagner. Là encore, je ne vous refais pas la pelletée de séances médiatiques à laquelle on a eu droit, qui nous expliquait que c'était gagné pour Harris. Vous avez vu ça partout. Et c'est très bien. Une fois de plus, nos experts, nos sondages se sont plantés. Là-dessus, pas de surprise. Vont-ils être définitivement décrédibilisés? On dit ça à chaque fois. Donc non. On disait ça au moment du Brexit, on disait ça à Trump en 2016, on disait... à chaque fois que les sondages se plantent, on explique, ça y est, ils sont décrédibilisés, et à chaque fois, on les prend au sérieux. Donc ça aussi, j'y viendrai un petit peu plus tard. L'autre vraie défaite, très importante, c'est celle du système médiatique. Là encore, il y a eu une plantade monumentale dans tous les médias alignés sur les médias occidentaux alignés sur les États-Unis, en tout cas sur le courant progressiste. Tout le monde s'est planté. Enfin, en tout cas, la majorité des analyses se sont plantées. Même chose pour les sondages. La majorité des sondages se sont plantés. Ceux qui étaient relayés en France, très peu mettaient en avant Trump. Parce qu'il ne fallait pas montrer la tendance positive qui était pour Trump. Aux États-Unis, c'était peut-être un peu plus nuancé, mais on trouvait encore des sondages qui vantaient la première position de Kamala Harris. Donc dans les médias, pareil. La majorité des intervenants, par idéologie politique, étaient derrière Kamala Harris. Et donc, tout le monde, enfin, une grande partie des intervenants, une grande partie des médias prédisaient la victoire de Kamala Harris. Une fois de plus, ils se sont plantés. Le problème, c'est que une fois de plus, on va se dire ah ben en fait, ça y est, les médias sont définitivement décrédibilisés, leur crédibilité est en berne. Ben, ils sont toujours là. À chaque fois, on dit ça, à chaque grand mensonge, à chaque grande révélation, et ils sont toujours là. Et on les prend toujours au sérieux. Donc, sur ces points-là, on y viendra un peu plus en détail parce que je pense qu'il faut être prudent sur la figure des sondages et des médias pour une autre raison. Mais il faut quand même rappeler quelque chose sur la dynamique de la campagne que les sondages et les médias ont essayé de cacher en disant non mais finalement Harris elle est pas si mal. Il faut quand même se rappeler que au moment où Biden se retire
et que Kamala Harris est vraiment le choix du désespoir. Kamala Harris, c'est le fond de frigo, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que t'ouvres ton frigo, il reste un pot de moutarde, 3 tomates cerises et un bol de coquillettes moisies. Bon, bah, va pour les tomates cerises, tu vois. Bah, Kamala Harris, c'est la tomate cerise. Ils avaient rien d'autre. C'est pas compliqué, ils avaient rien d'autre. Il faut rappeler qu'il y avait des sondages aux États-Unis du côté du camp démocrate qui vantaient la potentielle candidature de Michelle Obama, pour te dire jusqu'où ils sont allés. Donc, Kamala Harris, c'est vraiment le fond du frigo. C'est le fond du frigo. Donc, quand Biden se retire, Kamala Harris arrive, même les démocrates n'y croient pas. Certains démocrates ne se rangeaient pas au départ derrière Kamala Harris. Donc, c'est dire d'où on part. Et en plus, assujetti à cela, vous avez la tentative d'assassinat contre Trump. Il marchait sur l'eau, Trump. Presque, vraiment, pour certains qui pensaient qu'il avait un destin christique en évitant cette balle de quelques millimètres. Et effectivement, une séquence qui fera date, qui marque l'histoire démocratique américaine pour des décennies, c'est certain. Donc, à ce moment-là, quand Kamala Harris arrive, personne n'y croit. Il ne faut pas croire non plus, et je pense que c'est mensonger, de faire croire que Trump a vaincu un Goliath et qu'il est aujourd'hui une fois de plus dans les habits de David. Qu'il y ait de la propagande médiatique, qu'il y ait tout un système contre lui, oui, mais ça n'est pas nouveau. Les paramètres n'ont pas changé. Kamala Harris n'est pas le Goliath que certains tentent de faire croire aujourd'hui en disant Trump a renversé tout le système qui devait gagner. Avec Kamala Harris, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on reviendra là encore sur l'état profond. J'ai vraiment essayé d'être clair dans ce que je vous propose. On y viendra un peu plus tard là-dessus. Donc, pour moi, la faiblesse des démocrates était actée. Donc, ce résultat est extraordinaire, on l'a dit, c'est un raz-de-marée, je le redis. Mais ça n'est pas une surprise, ça n'est pas une complète surprise. Que Trump ait été volé en 2020 alors que beaucoup pensaient qu'il allait gagner, on peut le considérer. Là, en l'occurrence, cela fait des mois qu'on sait que Trump est dans une dynamique extraordinaire et qu'à l'inverse, les démocrates se pètent la gueule. Ils sont allés choisir Kamala Harris au motif que Biden se retirait parce que trop vieux, parce qu'il se pissait dessus, ce qui était un complot pendant des mois, et ils sont allés choisir sa vice-présidente qui avait tenté de cacher le fait qu'il se pisse dessus. Donc pour vous dire déjà la crédibilité de base, c'est vraiment ministre de la Santé, tu remets Véran, tu vois. Bon bah effectivement, oui, t'as bien compris que personne va tendre le bras, en tout cas pas pour se faire piquer, tu vois. Donc il ne faut pas non plus déconner, il ne faut pas surévaluer la puissance de Kamala Harris au moment des élections. Donc ça, c'est une chose. Après, pour scruter un peu ce qu'il y avait derrière cette élection, et je le redis, l'idée n'est pas de démonétiser la victoire de Trump. C'est un raz-de-marée. Donc on est clair que ce qu'il a fait, c'est une performance historique. Mais ne surévaluons pas non plus la force des démocrates. Parce que quand on se retourne, qu'est-ce que laissent les démocrates, même si pour moi ce sont les progressistes, mais on y viendra. L'explosion du wokisme, qui est un paramètre très important, aussi bien pour les démocrates que pour Trump qui le combat. Les tentatives d'assassinat, 2 où il y a eu des tirs et un 3e où on a trouvé quelqu'un qui avait des armes et qui s'approchait d'un endroit où était Trump. Donc les 3 tentatives d'assassinat, le bellicisme assumé de la géopolitique américaine, sous Joe Biden, les États-Unis se sont réengagés dans bien des conflits, avec des soutiens indirects, c'est l'Ukraine, c'est la Palestine et d'autres conflits encore. Donc le retour à une volonté d'hégémonie américaine sur le plan militaire. Donc le bilan, le mandat Biden est catastrophique. La situation économique est catastrophique. Dans quelques minutes, je vous montrerai une analyse d'Olivier Bérurier, excellente, qui démontre tout ça. Donc le mandat Biden est catastrophique. On va être très clair, il y a très peu de domaines où les facteurs étaient au vert, si vous voulez, où les indices étaient au vert. Donc, il faut voir aussi ce qui précède Kamala Harris. Vous avez un mandat Biden catastrophique mené par un semi-Maccabée qui était fort obligé de se retirer au moment où tout le monde l'a vu, même les médias qui le défendaient. Donc, après, il reste le fond du frigo, c'est Kamala Harris. Donc, concrètement, pour moi, quand on voit un peu ce camp démocrate, avec ceux qui nous ont ressortis, ils sont allés rechercher Obama, qui était présent dans la campagne de Kamala Harris. On l'a quasiment plus vu pendant 2 ans. Le mec revient et vient chanter du Eminem pour dire « faut voter pour moi ». C'est dire le mépris du peuple. Pour faire voter les Afro-Américains, on fait faire chanter du rap à Obama. Alors, voilà le rapport qu'ont les démocrates au peuple. On va déterrer également un ancien président américain quasiment sur son lit de mort pour dire il a voté. Enfin, Jimmy Carter, sauf erreur. Non, je veux pas dire de conneries. Non, c'est pas Jimmy Carter. Bref, c'est pas très grave. Donc, voilà à quel point
à quel point les démocrates étaient aux abois. Si, c'était Jimmy Carter. Donc pour moi, ce petit clan-là, de Hillary Clinton à Barack Obama, en passant par Joe Biden et, Kamala Harris, fait certes partie des démocrates, on est clair, mais pour moi, c'est un camp bien plus marqué par une ligne progressiste, par une ligne particulière du camp démocrate, et un camp qui va dégager. Parce qu'il est responsable de ce désastre absolu du côté des démocrates. On se rappelle la scène, hein, où le grand Raoult devait avoir lieu, la grande fête des démocrates, la grande scène qui était installée où Kamala Harris devait partir. Ils ont débranché les micros, rangé les chaises avant même le résultat officiel. Enfin, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est complètement dingue. Pour moi, le camp démocrate a été empoisonné par la ligne de Clinton, Bill, à Hillary, en passant par Barack, puis Joe Biden et Kamala Harris. On retrouve des dynamiques de vice-président, on retrouve cette dynamique-là. Et pour moi, Trump signe l'arrêt de mort de ces gens-là, qui incarneraient à la rigueur la ligne progressiste, avec toutes ces outrances. Donc Kamala Harris est vraiment, là encore, le fond du fait-tout, hein, c'est-à-dire le rire de hyène complètement dégénéré. Elle est con comme un balai. Vous lui éteignez le prompteur, elle a la capacité discursive d'un pied de table. Donc, je veux dire, c'est catastrophique. Pour moi, Kamala Harris, c'est vraiment comme chez les Pokémon. Les Pokémon, ils évoluent de mieux en mieux. Bon, bah, les progressistes, ils évoluent de moins bien en moins bien. Tu pars de Pikachu, tu finis à Pierre Ménès, tu vois. Donc c'est chaud, quoi. C'est vraiment très chaud. Et Kamala Harris, elle est la fin de l'évolution négative des Pokémon progressistes. Donc la supercherie est foutue, ça y est, on a compris. Et je pense que Trump signe bien plus une victoire contre les progressistes qu'une victoire contre les démocrates. Parce que, il ne faut pas se leurrer, dans 2 ans, on a les élections de mi-mandat, les démocrates vont déjà montrer des signes de vivacité. Il va y avoir une nouvelle génération, il va y avoir de nouveaux personnages. Après ce grand nettoyage qui s'annonce, on va avoir de quoi respecter la grande alternance des présidents américains. Je vous montre, hein, la frise des présidents américains depuis tout fraîchement Donald Trump, hein. Vous voyez, il y a une alternance. Là, ça va être à nouveau un républicain, démocrate, républicain, démocrate, républicain, démocrate, républicain par 2 fois. Démocrate, républicain, républicain, démocrate, démocrate. Il y a une alternance américaine. Donc, Trump ne va pas briser cette frise-là. Et puis, de toute façon, rappelons-le, Trump ne pourra pas faire de 3e mandat. Donc, c'est maintenant ou jamais. On y viendra dans une autre partie de cette vidéo. C'est maintenant ou jamais. Donc, soyons clairs, Trump n'a pas tué les démocrates. Pour moi, c'est une connerie. Il a tué la fin de l'évolution de ce que sont les progressistes avec Kamala Harris. Mais attention au retour des démocrates. Attention, et d'autant plus si Trump ne tient pas ses promesses. On va en parler dans quelques minutes. Donc, voilà pour moi où est la grande victoire de Trump, c'est qu'il met fin à cette dynamique progressiste dans la politique américaine. Donc, de fait, il y a une autre question, peut-être qu'il faut se poser pour regarder la situation sous un autre angle. À chacun de trouver ses réponses. Mais je trouve que il faut aussi se demander si le peuple a voté pour Trump ou contre justement ces progressistes-là qui laissent les États-Unis dans un état bien moins bon que ce qu'avait laissé Trump en 2020. Parce que je vous montre l'analyse d'Olivier Bérurier, analyse économique très importante et vraiment brillante, hein. C'est le grand chef de la chaîne Élucide sur YouTube, si vous avez l'occasion. Voilà ce qu'il explique pour montrer ce que laissent les démocrates derrière eux, et ce qui pourrait aussi expliquer la dimension économique du vote. Est-ce que les gens ont voté pour Trump ou contre leur situation économique actuelle? Si vous prenez un petit peu l'évolution, hein, ce qu'il nous dit, pour sortir du déni, il faudrait admettre que les revenus réels de la majorité des Américains ont fortement baissé sous Biden. Difficile à dire quand on adopte un biais aveuglément pro-Biden au mépris de la réalité difficile vécue par les Américains. Donc Olivier Bérurier liste des titres de presse sortis en France, hein, pour montrer la réussite économique, le bilan économique reluisant de Joe Biden. Olivier Bérurier nous dit également « L'argument économique est limpide. C'était de loin la préoccupation principale des Américains durant cette campagne. Logiquement, ils ont sanctionné les sortants et favorisé Trump, qui fait croire qu'il est le roi de l'économie. La preuve, il est milliardaire. » Voilà. Donc on a quelques données qui expliquent les volontés, hein, notamment sur l'économie et l'emploi. La volonté numéro 1 des électeurs de Trump, c'est ça, 48%. Ensuite, on a d'autres thématiques. L'avortement, par exemple, pour les électeurs républicains, c'est 3%.
Enfin, c'est à savoir que le problème le plus important, hein, pour les électeurs, l'avortement, c'est 3%. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est vraiment très peu, vraiment très très peu. Les affaires étrangères, 3% également. Donc, euh, donc c'est important de prendre ça aussi en considération. Ce que nous dit également Olivier Berruyer, environ la moitié des Américains déclarent vivre moins bien qu'en 2020. La très vaste majorité a voté Trump. Harris était la candidate de ceux qui ont profité de la politique de Biden, souvent les plus riches. C'est particulièrement net sur ce graphe. Voilà. Là encore, on a d'autres données qui expliquent ça. Donc, je pense qu'il est important de prendre ça en compte. Il y a un raz-de-marée de Donald Trump, évidemment, mais il y a des facteurs qui expliquent ce raz-de-marée indépendamment de Trump. Il y a une logique de mandat. Et c'est comme dans tout pays. On fait venir un parti au pouvoir, on est déçu du parti, on vote pour l'autre parti. C'est pas sorcier, ça se passe comme ça dans bien des pays. Et après Macron, ce sera sûrement la même salade. Donc il faut aussi accepter de se poser cette question-là et pas tomber dans l'applaudissement aveugle de Donald Trump. Et d'ailleurs, de fait, pour moi, à la limite, là où on peut saluer le travail de Donald Trump, là où on peut se questionner sur ce qui s'est passé, je pense que, enfin, la question que je pose, et sans avoir la réponse là-dessus, faut-il regarder la politique américaine autrement avec cette victoire de Donald Trump? Parce qu'on l'a vu, aujourd'hui, ce sont aussi des facteurs économiques, des facteurs euh, très populaires finalement, qui justifient l'élection de tel ou tel candidat. Et on l'a vu avec les migrations de tel ou tel personnage, par exemple Robert F. Kennedy Jr., qui vient des démocrates, qui part chez les républicains. On parle beaucoup, hein, de celui qui pourrait être le ministre de la Santé de Donald Trump. Il y a eu des voyages dans l'autre sens, des républicains qui sont allés chez les démocrates. On voit bien qu'aujourd'hui, comme dans bon nombre de pays, on n'est plus sur une grille de lecture démocrate-républicain. Ça ne veut plus rien dire concrètement, et la motivation des électeurs le démontre. Donc, je me demande s'il ne faut pas aussi analyser cette élection avec ce prisme-là, de se demander si finalement euh, la politique américaine n'est pas entrée dans une autre dynamique, parce qu'on voit bien que des démocrates ont voté Trump. Pour le coup, peu de républicains ont voté démocrate, ça c'est certain. Mais les camps sont en train de se casser. Et on est sur une dynamique, comme on pouvait le dire déjà avec Macron, entre, en gros, les progressistes et, on peut dire, je dirais les réactionnaires, parce que je n'ai aucun parti pris négatif sur ce terme, si vous voulez. Pour les conservateurs, voilà, disons ça. Progressistes et conservateurs. Des grandes cases qui ne veulent pas dire grand-chose, mais après tout, le combat est plus là que républicain-démocrate. Et cette élection nous le démontre. Donc, voilà un petit peu pour l'analyse que je voulais vous proposer sur les résultats et sur, pour moi, les endroits sur lesquels se situe la victoire de Trump. Là, pour moi, ces endroits-là sont d'abord une victoire face aux progressistes et d'abord la capacité qu'il a eue à faire sauter les verrous du duel républicain-démocrate, où aujourd'hui des démocrates votent Trump parce qu'ils ont compris toute la supercherie médiatique, ils ont compris qu'on faisait tout pour les éloigner de Trump, alors que finalement, ils faisaient des promesses qui réglaient leurs problèmes et des promesses que les démocrates ne faisaient pas. Donc, maintenant, il faut aller gentiment vers cette question. Et maintenant, Trump va arriver à la Maison-Blanche en janvier 2025. Donc, il va devoir assumer. Il va devoir assumer, c'est pas plus compliqué que ça. On rentre dans le troisième volet que je voulais vous proposer. Cette question-là est maintenant. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Trump ne pourra pas se représenter. Il a déjà fait 2 mandats. La Constitution américaine l'interdit. Il ne pourra pas. Enfin, les réglementations américaines l'interdisent. Il ne pourra pas faire de 3e mandat. Même en attendant. C'est pour ça que Barack Obama, par exemple, ne peut pas se représenter. Donc, le plus dur commence pour Trump. Vraiment, mais vraiment le plus dur. Et pour moi, la vraie menace pour lui, c'est qu'il n'a plus d'ennemis. Pour l'instant, il n'a plus d'ennemis. Parce que les progressistes sont morts. Les progressistes sont morts symboliquement, voire physiquement pour Joe Biden. Mais Trump n'a plus d'ennemis. Il ne peut plus se construire contre ceux qu'il a vaincus à plate couture. Et petite phrase, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment de situation. C'est L'art de la guerre, Sun Tzu. Vous connaissez, je parle très mal le mandarin, on n'est sûrement pas comme ça. Sun Tzu. Peut-être on est Sun Tzu, mais en même temps, on n'est pas non plus sur Pékin TV, donc c'est pas très très grave. Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille, sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre, mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que la vraie menace pour Trump, c'est de ne plus avoir d'ennemis et surtout de devoir assumer ses promesses sans vrais ennemis. Trump n'a plus rien
ou s'adosser pour se justifier. C'est-à-dire qu'il il ne peut plus dire c'est moi ou les progressistes. Il les a vaincus, il les a déchirés. Donc il est désormais tout seul avec ses promesses et l'espoir des Américains qui ont voté pour lui, en étant très nombreux, voire des démocrates également qui ont voté pour lui. Donc on a un retour au réel qui est clair. Je vous le disais tout à l'heure, la fin de la pièce de théâtre, c'est aussi ça. C'est aussi ça. On a compris que les médias américains, les sondages américains n'étaient pas plus forts que le peuple. Quand le peuple se mobilise et décide de mettre fin à un courant politique trompeur, qui est ce courant progressiste, le peuple gagne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a désormais le progressisme qui est recroquevillé dans les grandes villes, ce qui était déjà le cas. Ce qui était déjà le cas. N'oublions pas que les délires woke et compagnie, on y reviendra, mais sont des délires qui fonctionnent entre Paris, Londres, New York, Montréal. Mais vous allez dans un petit village italien, vous allez dans une petite ville italienne, vous allez dans un petit bled en Côte d'Ivoire, vous allez dans un petit bled en Équateur, tout le monde s'en cire en fait. Donc il faut aussi accepter l'idée qu'on a peut-être donné trop de force à ses ennemis supposés. Là encore, dans la conclusion de la vidéo, je voudrais revenir sur ce point-là. Mais pour aller sur les promesses qu'il va falloir assumer, et il y en a des belles. Et moi, je vous avoue que ça me plaît. Sur ce point-là, l'élection de Trump me plaît beaucoup. Parce que dans les promesses qui ont été faites, le dévoilement des noms de la liste Epstein. Alors, il y aura peut-être d'ailleurs celui de Trump. Parce qu'il est vrai qu'il y avait des liens entre Trump et Epstein. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, et que, évidemment, ces liens étaient, sur le papier en tout cas, beaucoup moins poussés que des gens comme Bill Clinton et autres, évidemment. Mais comme je vous dis souvent, ça n'est pas parce qu'il y a des salauds qu'on peut se justifier par rapport au fait que les salauds le sont un peu plus que nous. Donc, dans la liste des clients d'Epstein, peut-être qu'il y a Donald Trump. On verra. Mais la publication des noms, au moins, mettra fin à tous les doutes. Donc ça, j'ai hâte que cette promesse soit tenue. Les promesses de Robert Kennedy sur la santé, parce que là, on nous explique que Big Pharma va se casser la gueule avec tout ça. Donc évidemment que j'ai hâte, évidemment, et comme vous, évidemment que j'ai hâte qu'il y ait des poursuites contre Albert Bourla, le PDG de Moderna, qui a quitté son poste curieusement, qu'il y ait des poursuites contre Pfizer, contre Anthony Fauci, contre Bill Gates. J'ai hâte de voir ces infos-là. Dans les médias. Non, pardon, Albert Bourla, c'est le PDG de Pfizer, est toujours en poste. Donc j'ai hâte qu'il y ait des poursuites contre lui. C'est Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui a quitté son poste, si je vous dis pas de bêtises. J'ai confondu les deux bonhommes. Oui, c'est ça. C'est Stéphane Bancel, PDG de Moderna, qui a curieusement quitté son poste. Donc, moi, j'ai hâte. J'ai hâte que ces promesses soient tenues. Il y a une autre promesse. En tout cas, ça n'est pas véritablement une promesse, mais c'est un dossier chaud qui concerne directement la France, ce fameux dossier French President. Rappelez-vous, dans la perquisition qu'il y a eu dans la villa de Donald Trump à Mar-a-Lago, les services intérieurs américains trouvent un dossier qui s'appelle French President, qui contiendrait des rumeurs sur la sexualité de Emmanuel Macron notamment, mais en attendant, tant que ce dossier n'est pas dévoilé, c'est un moyen de chantage contre la France. Qu'on soit clair. C'est pour ça que là encore, il y aura un petit paragraphe sur eux. Où sont les souverainistes et les vrais défenseurs de la France? Parce qu'actuellement, vous avez un président américain qui fait du chantage avec un dossier classé secret ou pas, mais qui fait clairement du chantage à la France. Donc, les souverainistes qui applaudissent Trump sans trop de réserve, je trouve ça très curieux, mais pourquoi pas. Et puis, une autre promesse, et vraiment que j'ai hâte de voir, c'est celle d'un Donald Trump qui va faire tomber l'État profond. Il va faire tomber l'État profond américain. Donc, on peut imaginer des poursuites contre les George Soros, les Klaus Schwab et compagnie, qui d'ailleurs n'ont pas trop bougé pendant le premier mandat. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, toutes ces promesses, je vous le dis très clairement, sur ce point-là, j'aurais voté Trump. Très évidemment. Enfin, vraiment, de manière certaine. De manière certaine. Ces promesses-là me plaisent. Ça me va absolument. L'arrêt de la guerre aussi. L'arrêt de la guerre, on a un point là-dessus dans quelques minutes. L'arrêt de la guerre aussi, je l'appelle de mes voeux. Donc, bien évidemment que ces promesses-là sont intéressantes. Mais le problème, c'est qu'on parle de promesses. Et là, on arrive au moment 100% juste milieu, mais où aussi il faut réussir à voir ce qu'on voit. Parce que j'ai vu un emballement, et c'est pour ça que je voulais aussi prendre du temps, les amis, pour ne pas commenter tout de suite l'élection de Donald Trump, et regarder ça à froid, parce que j'ai vu un emballement dans les médias, aussi bien alternatifs, un emballement que je ne comprends pas, mais vraiment que je ne comprends pas, et qui par moments me laisse mes pantois devant cette admiration pour Donald Trump qui ne se justifie pas.
ou en tout cas très mal. Et quand on creuse, il y a certains pans de cet emballement qui me semblent dangereux et qui me semblent idolâtres. Vraiment, on est sur des comportements comme ça, où on va idolâtrer Donald Trump sur des choses qui ne sont pas vraies. Et je voulais revenir là-dessus dans cette grande partie de la vidéo, les amis, sur la prudence à avoir, à mon avis, devant tant d'engouement aveugle. Parce que il y a une chose à rappeler qui est très importante, c'est que Trump n'est ni un guerrier, ça c'est vrai. Alain Juillet l'a dit il y a 3 jours sur une vidéo sur YouTube, il le rappelle. Trump n'est pas un vrai politicien, c'est d'abord un marchand. C'est un deal maker, on dit aux États-Unis. Trump, c'est un mec qui est là pour faire des deals, pour faire des promesses. C'est son métier. Donc c'est pour ça que juste avant, je vous listais les promesses, parce que j'ai hâte de les voir. Et quand on creuse un peu, à mon avis, on va pas en voir beaucoup. Parce que Trump est un homme d'affaires. Il fait des deals. C'est-à-dire qu'il est là, il fait des deals. Quand c'est dans son intérêt, il prend. Quand c'est pas dans son intérêt, il prend pas. Quand ça peut être dans son intérêt, il ment. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, aujourd'hui, les gens qui l'applaudissent pour dire « Ouais, mais c'est super, parce que l'état profond, parce que le Covid, parce que tout ça. » Ok, très bien, creusons. Creusons ça et regardons point par point tous les endroits sur lesquels, que ce soit les souverainistes, que ce soit en France, que ce soit dans plein de pays, les points sur lesquels on applaudit Donald Trump, et creusons ce qui est réellement, ce qui s'est passé, ses positions réelles, et voyons si ça colle. Parce que l'emballement, et je vous l'ai dit, quand je vois les promesses, moi aussi je m'emballe. Moi aussi j'ai envie de l'avoir, cette liste Epstein. Moi aussi j'ai envie que les criminels au centre de l'opération Covid soient condamnés, bien évidemment. Bien évidemment, moi aussi j'ai envie de ça. Mais la réalité du terrain est que je ne suis pas certain qu'on assiste à tout ça. Donc déjà, le premier point. Quand je vois, du côté souverainiste, mais pas seulement, des gens qui disent c'est un message envoyé à l'Union européenne, Trump nous montre la voie pour le Frexit. Bon, ok, très bien. Mais pour rappel quand même, Trump, son slogan, c'est Make America Great Again. Il n'y a pas America and maybe the other countries. Tu vois, c'est America, en fait. Et pour rappel, la France n'est pas America. C'est France. America, France. Donc, c'est pas le même pays. Je sais que je vous dis une évidence, mais je suis atterré par ce qu'on voit et qui se justifie par une chose, pour la petite parenthèse, c'est que, et à la limite, je peux le comprendre, la fierté d'avoir humilié les médias. Tous les médias qui disaient Trump va perdre, Trump nazi et tout ça. Ça, effectivement, j'aurais dû le dire en guise d'introduction, il y a un bonheur de fin gourmet à voir tous les intervenants médiatiques à chialer parce qu'une fois de plus, ils se sont trompés et que leur idéologie n'a pas gagné. Ça, je suis d'accord, ça fait plaisir. Mais ça ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas tout. Parce que si on creuse cette question de Trump et l'Union européenne, sous le prisme Make America Great Again, est-ce qu'on peut se rappeler quand même de cette séquence de Donald Trump concernant le projet Nord Stream 2, où il expliquait lui-même que ce projet ne pouvait pas aller au bout. Il expliquait que il n'était pas possible que les Américains se détournent du gaz américain, se détournent des Américains pour ces questions d'approvisionnement énergétique. Il redoutait que cela soit totalement contrôlé par la Russie. Je vous montre une séquence qui avait été filmée. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je vous mets les sous-titres YouTube pour voir ce que ça donne, mais c'est la séquence dont je vous parle, où il fait comprendre clairement son opposition à ce projet. I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO.
and I don't think it should have happened. Now, if you look at it, Germany is a captive of Russia because they supply. They got rid of their coal plants. They got rid of their nuclear. They're getting so much of the oil and gas from Russia. I think it's something that NATO has to look at. I think it's very inappropriate. You and I agree that it's inappropriate. Voilà, la position de Donald Trump concernant le projet Nord Stream 2 était claire à l'époque. Il y avait une opposition claire qui allait jusqu'à dire que l'Allemagne était contrôlée par la Russie. Donc l'explosion de Nord Stream 2 fait les affaires de Donald Trump sur le plan géopolitique. Ça, c'est une première chose, parce qu'à la limite, on est dans l'hypothétique. C'est sous Joe Biden qui a eu cette opération spéciale pour faire sauter le Nord Stream 2, si l'on en croit les révélations du grand journaliste d'investigation Simon Hersh, qui avait expliqué ça il y a quelques mois en arrière. Mais on peut creuser encore un petit peu plus. Rappelez-vous ce qu'avait dit Donald Trump c'était en mars dernier, hein, Le Monde nous dit, Donald Trump dit que ces menaces contre l'OTAN étaient une manière de négocier avec ses membres. Quand Trump avait dit que si les pays sous protection de l'OTAN ne payaient pas, l'OTAN se retirait de l'aide et que les Américains n'interviendraient pas pour aider ces pays-là. Là encore, le message est clair. Moi, je veux bien qu'on applaudisse Trump parce que c'est un souverainiste. Mais c'est un souverainiste américain. Sur cette question-là de l'OTAN, le discours de Trump était clair. Vous achetez américain et on viendra vous aider. Donc on a eu dans la foulée, ou en tout cas autour de sa déclaration, l'Allemagne qui avait annoncé un plan de remilitarisation à 100 milliards d'euros. Ce qui est conséquent, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand l'Allemagne parle remilitarisation, généralement derrière ça zouk. Donc on voit bien que l'intérêt de Trump, c'est d'abord l'intérêt des États-Unis, évidemment. Donc je ne comprends pas une seule seconde les souverainistes qui applaudissent ça aveuglément, en disant non mais c'est super, c'est un message envoyé, tout ça parce qu'en fait 2 journalistes de Libération ont chialé. Mais en fait un journaliste de Libération, ça chiale quand il y a une fausse plante dans son bureau. Donc je veux dire, les faire pleurer, c'est pas extraordinaire si vous voulez. Donc sur la question de l'OTAN, Trump, ce que nous explique Trump, c'est clair. Il faut une remilitarisation des pays qui veulent la protection de l'OTAN, donc des Américains, et pour cela, il faut acheter américain. Donc l'industrie de la défense française, allemande, italienne et d'autres pays de l'UE s'apprête à souffrir, c'est clair et net. Rappelez-vous les VAB militaires français, l'appel d'offres qui avait eu lieu il y a quelques années, c'était Trump au pouvoir, on avait acheté Ford. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et on peut multiplier les exemples. Quand on m'explique que Trump s'oppose à la politique des démocrates, est-ce que Donald Trump va revenir sur l'Inflation Reduction Act mis en place par Joe Biden, qui est un ensemble de mesures protectionnistes extraordinaires? Et personne n'est venu chialer quand c'était Biden. Vous allez voir qu'on va trouver quand même des guignols de plateau pour nous dire que oui, mais Trump, c'est le protectionnisme. Biden faisait la même chose. Économiquement, les lignes entre Biden et Trump ne sont pas franchement différentes. Et est-ce que vous pensez que parce que c'est Biden, Trump va vouloir revenir sur l'IRA? C'est quand même pas certain. Est-ce que on vient chialer, alors ça concerne plutôt nos amis allemands, sur l'annonce de Volkswagen qui est dans une grave crise, hein, et ça, il s'apprête à fermer 3 usines, ce qui est du jamais vu depuis des décennies en Allemagne. Volkswagen qui a annoncé la volonté d'aller ouvrir ses usines aux États-Unis. Aux États-Unis. Aldostérone, dans une vidéo récente, en a parlé, on l'embrasse, vidéo extraordinaire. Donc là encore, l'Union européenne va lourdement souffrir, que Trump soit un souverainiste ou pas. Est-ce qu'on peut penser aussi, par exemple, à l'industrie viticole française? Rappelez-vous, en 2019, je vous lis ce que nous dit un article Terre de Vin qui est intéressant, tout sera en description pour les sources. Oui, pardon, merci, dans le chat on me corrige. Les Ford, c'était pour remplacer les 4x4 de l'armée française, pas les VAB, excusez-moi. Merci beaucoup pour la correction. Ces sanctions punitives avaient été lancées dès 2018 par le Républicain en représailles aux différends commerciaux opposant Boeing à Airbus. S'étant suivi toute une liste de produits fortement taxés, mise en place par le bureau du représentant américain au commerce, comme les sacs à main, cosmétiques, fromage, café, olives, vin et spiritueux. Avant sa suppression par le désormais ex-président Joe Biden, la taxe vin de Donald Trump avait occasionné un impact économique estimé à 500 millions d'euros et une chute de 40% des exportations des vins français vers les États-Unis. Donc là encore, moi, quand je vois des souverainistes ou apparentés comme tels, quand je vois des gens qui soutiennent qui soutiennent les agriculteurs, alors que la France est au bord d'une crise majeure, une fois de plus lancée par nos amis agriculteurs qu'on embrasse et qu'on soutient. Quand on applaudit d'un côté Donald Trump et que de l'autre côté on va soutenir les agriculteurs, alors que ce risque de mesures protectionnistes existe, on est dans la contradiction pure et parfaite. On est dans le soutien aveugle à Donald Trump sans comprendre que certains vont souffrir, y compris nous, et y compris ceux que l'on prétend défendre. Donc,
mon objectif n'est pas de dire il faut déclencher la guerre aux États-Unis, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai trouvé des discours médiatiques dans les médias traditionnels comme les médias alternatifs, mais d'un aveuglement extraordinaire et dans une contradiction extraordinaire. Donc, et tout en sachant d'ailleurs que Trump a d'ores et déjà annoncé un relèvement des droits de douane sur l'ensemble des importations entre 10 et 20% selon les produits concernés. Donc, comment on peut concilier tout ça, si vous voulez? Là encore, avec l'esprit de nuance, comme je vous dis, c'est une analyse juste milieu, donc je ne vous dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, mais il faut regarder ça sérieusement quand même. Il faut regarder ça sérieusement, et les soutiens aveugles de Donald Trump, aujourd'hui, je ne les comprends pas. Quand on voit tout ça, on peut quand même accepter que c'est peut-être une victoire pour les républicains, c'est peut-être une victoire pour les Américains, mais pour les Français, pas sûr. Pas sûr du tout. Et pour l'Union européenne, pas sûr non plus. Donc, ça, c'est un point. Si on continue encore sur les applaudissements aveugles qui ont été faits à Donald Trump, c'est l'absence de guerre. On rappelle qu'effectivement, et ça c'est très important, et il faut saluer, il faut tirer le chapeau, parce que ça c'est vrai, c'est réel, euh, sur le premier mandat Trump 2016-2020, pas de guerre, pas d'engagement américain dans un conflit. Ça, il faut le saluer, c'était du jamais vu, 20e, 21e siècle. Donc quand on connaît le comportement belliqueux des Américains, il faut le saluer. Et maintenant, le problème, une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, et maintenant Trump est un marchand, je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas un guerrier. Donc, pas certain, et je reprends l'analyse d'Alain Juillet là-dessus, pas certain que les Américains se lancent dans un conflit contre les Chinois, par exemple. Avec Taïwan comme motif. Aujourd'hui, ce que dit Alain Juillet, si on balance une bombe sur l'usine de semi-conducteurs à Taïwan, les Américains sont à l'arrêt. La production américaine est à l'arrêt. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Trump va vouloir faire des deals, va vouloir négocier. Alors, pour l'Ukraine, il a annoncé qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Donc, ça fait beaucoup de temps à attendre, mais ça, il n'est pas responsable, avant janvier et son arrivée à la Maison-Blanche. Donc, malheureusement, des Russes et des Ukrainiens vont continuer à crever pour rien. Le bloc otanien est déjà très chaud, hein, avec Mark Rutte, donc l'ancien Premier ministre néerlandais qui a pris la tête de l'OTAN, en remplacement de Stoltenberg. On voit qu'ils se réunissent avec Macron, ils ont expliqué, et Olaf Scholz, ils ont expliqué qu'il faut continuer finalement. Ils commencent à donner des consignes aux diplomates américains pour aller contre les consignes de Trump une fois qu'il sera président pour continuer le conflit. Enfin, c'est complètement dingue, hein. L'Union européenne, pour se sauver, pour garder la face, veut continuer à massacrer des Ukrainiens. C'est la dernière condition d'existence de l'Union européenne, c'est on continue le massacre. Donc je ne sais pas si on se rend compte vraiment d'où on en est, mais c'est une autre question. Donc je pense sincèrement que Trump va mettre fin au conflit en Ukraine, mais rappelons que de toute façon, c'est plié. C'est plié. Aujourd'hui, en Ukraine, on envoie des femmes. Le Parisien, il y a 10 jours, 10-15 jours, nous parlait de ces sorcières de Boutcha, qui sont des régiments de femmes qu'on forme à l'arrache pour aller se faire crever. Alors, au moins, le féminisme a réussi quelque chose, c'est que jusque dans le massacre, on est à égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est bien. Mais l'Ukraine est aux abois. Ils ont perdu la guerre. Et déjà, même le camp américain, le camp Biden-Harris, commençait déjà à le susurrer gentiment. Donc, la guerre, et sans enlever le mérite à Trump, et pour le coup, je n'ai pas vraiment de doute qu'il tiendra sa promesse là-dessus, mais rappelons quand même que de toute façon, c'est plié. Et qu'il n'y a que les barbares assoiffés de sang, comme Macron, comme l'OTAN et compagnie, qui veulent continuer le conflit. Parce que c'est plié. L'Ukraine a perdu. Rappelez-vous la contre-offensive, hein, il y a quelques mois en arrière, qui devait renverser la Russie jusqu'à Moscou. On a vu Bubule. Donc c'est plié. Donc effectivement, malheureusement, je pense que Trump viendra et fermera le couvercle. À dégager voie 12. Merci pour tout. Mais le dossier le plus épineux, c'est Israël. On sait que Netanyahou voit d'un bon œil l'élection de Donald Trump. Jusqu'à présent, Trump ne lui a pas fait trop de tort. On rappelle les accords d'Abraham. On rappelle qu'il n'y a pas eu vraiment de mésentente et que jusqu'à présent, les positions de Trump pour venir en aide aux Palestiniens n'ont pas été nombreuses. Donc, si Netanyahou voit l'élection de Trump d'un bon œil, il faut peut-être se poser des questions. Que Trump arrête le conflit en Ukraine, c'est une chose. Maintenant, tous ceux qui expliquent qu'il veut arrêter toutes les guerres, tous les conflits et tout, avec plaisir, parce que trop d'innocents meurent, mais il va falloir le faire aussi du côté israélo-palestinien, libanais. Et là-dessus, vous voyez, j'ai peut-être un peu plus de doutes. Donc ça, affaire à suivre. On ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. On verra bien. Donc là aussi, sur l'absence de guerre, je demande à voir, mais il s'agirait que les promesses soient tenues, parce que sinon, ça va être un camouflet rapide pour Donald Trump.
qui a plutôt un prisme pro-israélien quand même. Pas pro-sioniste pour le coup, mais plutôt pro-israélien. Euh, un autre volet des promesses qui doivent être tenues, mais qui suscite, en tout cas pour ma part, certains doutes, Trump contre l'État profond. Alors ça, c'est le grand cheval de bataille. Il y a ceux qui applaudissent hors États-Unis, parce que je vous parle de la France, qui est l'exemple que je connais le moins mal, mais les gens qui disent Trump, c'est un souverainiste. Alors je vous ai expliqué, saluer un souverainiste d'un pays qui n'est pas le vôtre, c'est comme un puceau dans un club échangiste. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est exactement la même chose. Tous les souverainistes français qui expliquent non, non, mais en fait c'est super, parce que Trump, il est souverainiste. Oui, mais il est souverainiste chez lui. Donc il est souverainiste contre vous. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Et pour l'État profond, c'est un petit peu pareil. On a l'impression qu'il y a des interconnexions entre l'État profond américain et l'État profond européen, ce qui est factuel quand on voit l'Union européenne, hein, simplement. Et là, on a des promesses. Et je vous partage une vidéo qui a été partagée également par François Asselineau. Ça dure 3 minutes 48 avec toutes les promesses de Donald Trump concernant l'État profond. Vous allez voir, ça donne envie, j'avoue. I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Voilà, avec la petite musique Gladiator qui va bien au fond, c'est génial. Donc, là encore, je vous le redis, les amis, c'est la même chose. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que on le sait en plus que l'État profond américain est intrinsèquement lié avec les enjeux européens, avec les enjeux de l'OTAN, avec les conflits qui nous concernent directement. Donc, là-dessus, on est très clair. Mais à la limite, là, je vous propose quelque chose qui m'a plus interrogé. Je n'ai pas de conclusion sur ça. Je n'ai pas vraiment d'éléments de justification. Mais
peut-être naïvement, je me suis quand même demandé comment la matérialisation de cet engagement contre l'État profond était possible. Parce que en analysant les marchés financiers, en analysant, vous détendez-vous, c'est pas Wall Street, hein, mais on a beaucoup parlé avec l'engagement de Trump contre l'État profond et notamment contre le Big Pharma. Alors effectivement, regarde le cours de l'entreprise Pfizer s'est pété la gueule. Depuis un mois, vous allez pouvoir mesurer la chute, les élections étaient ici. Voilà, ça fait une semaine, c'est la débandade pour Pfizer. Ça, on est d'accord. Et on se dit, ben voilà, ça y est, les entreprises ont peur. Les entreprises ont peur, d'autant plus que si on regarde même à 5 ans, le cours Pfizer a quand même atteint un niveau qui est égal à celui où on était bien avant le Covid. On était bien avant le Covid, là, si vous regardez ce cours-là par rapport à aujourd'hui. Il faut remonter à peu près, si je vous dis pas de bêtises, ouais, même plus que ça en fait. Il faut remonter quasiment à 2014 pour trouver un cours équivalent à celui d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la matérialisation sur les marchés. Mais par contre, il y a des cours en bourse qui vivent très très bien, et notamment celui de BlackRock. Si vous regardez, là encore, le cours BlackRock, vous le regardez depuis un mois, regardez depuis l'élection de Trump, le 4 ou 5. Ça va très bien. Donc s'il y a bien un symbole de l'État profond, c'est BlackRock. Si vous regardez également les cours des entreprises liées à l'armement américain, parce qu'on nous dit le président va arrêter les guerres. Effectivement, pas de problème. Regardez les cours. Bon, aujourd'hui, ça se pète un peu la gueule à l'ouverture. Mais regardez, on va rester sur le même site, sur Boursorama, comme ça on est précis. Si vous regardez depuis un mois, c'est pareil. 4-5, on est là. On peut en faire un autre. Un des plus connus, c'est Lockheed Martin, que vous connaissez peut-être. Pareil, on est lié à l'armement américain. Est-ce que c'est vraiment le symbole d'un président qui va arrêter les guerres, si vous voulez? Là encore. La baisse est peut-être un peu moins forte, mais il y a l'augmentation est peut-être un peu moins forte, mais il y a une augmentation. Est-ce que là encore, c'est le symbole de quelqu'un qui va arrêter les guerres? Mais pour moi, le plus significatif, ça reste BlackRock. Ça reste BlackRock. J'ai du mal, si vous voulez, à penser qu'un président opposé à l'État profond ne fait pas plonger le cours de BlackRock, qui en est le symbole. Donc, après, là, je suis vraiment sur l'interrogation. Je vous montre ça. Je trouve que c'est un élément qui me semble intéressant, mais à discuter. Je vois plein de messages dans le chat, vous inquiétez pas, on en parlera à la fin de la vidéo. Je prendrai toutes les questions pour décortiquer tout ça et qu'on papote et qu'on débatte. On continue. Et là, c'est le point le plus saillant. Et là, je sens que je vais en énerver certains. Je préfère vous prévenir là encore. On est dans la réflexion, on est dans le débat, mais il n'empêche qu'il faille quand même, à mon avis, regarder cela très sérieusement, parce que là, on est vraiment sur un problème qui me semble soit de mauvaise foi, soit qu'on refuse de prendre en compte. Quand on explique Trump, la relation entre Trump et le Covid. Alors, je ne vais pas vous ressortir l'histoire d'il a conseillé la Javel, pas la Javel et tout, je m'en fous. C'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Mais aujourd'hui, l'argument pour dire Trump va faire tomber Big Pharma, c'est l'arrivée à ses côtés de Robert F. Kennedy Jr., qui a écrit ce bouquin super sur le Covid que vous connaissez sûrement. Je vous en ferai une critique bientôt d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'en parlerai dans le Juste Bistrot pour vous proposer une critique de ce bouquin, voir tout ce qu'il y a là-dedans. C'est peut-être sûrement son programme. Mais quand on m'explique que Donald Trump a un engagement contre Big Pharma, là par contre, pour moi, on est dans la mauvaise foi, voire dans le mensonge. Parce que Donald Trump, il faut quand même rappeler qu'on est face à un président américain en poste au début du Covid et qui n'a pas lésiné sur l'arrivée du vaccin produit par une société américaine. Regardez ce qu'il tweetait au 10 novembre 2020. On n'est pas face à quelqu'un qui explique « Attention, le vaccin, ça va trop vite, on ne sait pas ce qu'il y a dedans ». Et des séquences comme ça, il y en a plusieurs. En décembre 2021, regardez quand il encourage la foule lors d'un meeting à aller se faire vacciner. Je vais vous montrer. On va sûrement avoir une pub sur CNN. Ne bougez pas. On se fait la pub CNN et après ça arrive. Je vous montre quelques extraits, après on revient sur ce point-là parce que ça me semble le plus saillant et même du côté des pro-Trump, je trouve qu'il y a un aveuglement volontaire que je trouve quand même de mauvaise foi. Regardez ce que disait Trump en meeting. Bon, là, j'ai pas les sous-titres, donc essayez de vous débrouiller pour la lecture de l'anglais. I believe totally in your freedoms. I do. You got to do what you have to do. But I
recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got, no, that's okay. That's all right. You got your freedoms. But I happen to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know, okay? Voilà, donc il s'en sort effectivement avec une bonne vanne. Hein. Si ça marche pas, vous allez être les premiers informés. La vanne est bonne, mais son propre public, on entend certaines personnes qui l'ont eu. Donc, on a, parce qu'à la limite, ça c'est une séquence, on peut dire pourquoi pas, mais vous avez aussi cet article qui évoque ça. Même les célèbres Alex Jones et Candace Owens ont dû monter au créneau pour le défendre parce qu'ils multipliaient les positions pour le vaccin. Donald Trump a déclaré pêle-mêle les vaccins, c'est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. J'ai trouvé 3 vaccins et tous fonctionnent très bien. On a du coup Candace Owens qui était venue un peu pour le défendre, qui avait dit vous oubliez souvent à quel point Trump est âgé. Il vient de la génération d'avant Internet, d'avant la télé, qui ne sait pas faire des recherches indépendantes. On a eu sinon une autre chaîne. Voilà, une autre position de Donald Trump le 9 janvier 2022 où il dit je suis vacciné, j'ai fait le rappel. Beaucoup de politiciens sont vaccinés aussi, mais ils n'ont pas le courage de l'avouer. Donc, on n'est quand même pas sur quelqu'un qui est un anti-vax convaincu depuis le début. Donc, sur ce point du Covid, que Robert F. Kennedy le rejoigne, c'est une excellente chose. Et effectivement, peut-être que Trump va lui laisser la main en mode démerde-toi, c'est ton truc. Et comme je l'ai dit, il y a peut-être de belles choses qui vont arriver. Et ça, je trouve ça très important. Mais une fois de plus, ne nous leurrons pas tout seuls. Trump et le vaccin Covid, c'est d'abord une question de deal. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt de Trump, c'est de dire le vaccin est produit aux États-Unis, les États-Unis seront les premiers à être fournis. Il avait signé un deal colossal, je crois que c'était 1,5 milliard ou quelque chose comme ça, pour que les premières doses Pfizer arrivent d'abord aux États-Unis. Donc Trump y a vu un deal. Ne faites pas de Trump un Didier Raoult qui a alerté tout le monde très vite en disant « Oula, attention, on n'est pas sûr du truc ». Rappelons aussi que pour Trump, la piste qu'il a tout de suite favorisée, c'est l'émergence chinoise du fameux laboratoire de Wuhan. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais l'implication américaine, j'ai pas vu Trump arriver et dire on est peut-être un peu responsable par contre des eaux. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas pour volonté absolument d'aller chercher des poux à Donald Trump, mais faut quand même pas déconner sur le fait que ne transformons pas Trump en anti-vax convaincu. Ça n'est pas vrai. Robert F. Kennedy Jr., assurément, et tant mieux d'ailleurs qu'il soit dans son équipe, c'est toujours mieux que ce qu'on a pu avoir chez Joe Biden. Et je le redis, j'espère que les promesses seront tenues et que Big Pharma va se latter la gueule. Je l'appelle de tous mes voeux. Mais la réalité du terrain, c'est que Trump est d'abord un homme d'affaires qui a vu l'intérêt américain avec Pfizer. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi en expliquant qu'il se bat sur le vaccin, il se bat contre le vaccin depuis des années. C'est pas vrai. Là encore, c'est pas vrai. Et un autre point qui m'embête pas mal, mais à la limite, là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à découvrir la vidéo que j'avais faite sur Elon Musk, parce que c'est exactement la même chose que je vais vous redire aujourd'hui, mais un peu plus rapidement. Sur Elon Musk, c'est un petit peu pareil. Je trouve qu'on a une capacité à trouver des excuses parce que c'est pas Biden. Parce que voilà, si ça avait été Biden, on deviendrait fou. Parce que Elon Musk, si on met à plat un petit peu quand même de qui il s'agit, on a quelqu'un qui au départ est proche du camp démocrate, plus proche du camp démocrate. Il y a un revirement un peu opportuniste avec des positions politiques, la censure de Twitter, beaucoup d'affaires dans ce dossier-là, et finalement Musk se rapproche de Donald Trump. Par conviction, par intérêt économique, chacun trouvera l'explication. Mais vous avez un revirement opportuniste comme Jeff Bezos, le propriétaire de 2 grands journaux américains qui ont déclaré il y a quelques jours avant le vote, que finalement il ne prendrait pas position, ce qui est une première dans l'histoire. Et on devine que Jeff Bezos était aux manettes pour ça, sachant qu'il avait eu des bisbilles avec Trump lors du premier mandat, et il savait très bien que si Trump revenait, ça allait être chaud pour lui. Donc il retourne sa veste. Zuckerberg, c'est pareil, vous avez peut-être vu le tweet de Zuckerberg qui dit qu'il a hâte de travailler avec Donald Trump. Je vous remonte, j'ai hâte de travailler avec vous. Voilà. Alors que Zuckerberg est quand même le symbole de ces grandes fortunes qui ont cohabité, pour pas dire collaboré, avec le pouvoir démocrate. Donc, là encore, on est dans l'esprit juste milieu. Quand je vous dis ça, je salue, et ce que je faisais déjà dans la vidéo que j'ai faite sur Elon Musk, le travail qu'il fait pour la liberté d'expression. Et c'est très important.
C'est évidemment très important. Aujourd'hui, X est devenu une plateforme bien plus libre que bien d'autres réseaux sociaux. Et ça, c'est très important. Mais reconnaître cela n'empêche pas de rappeler, et pour moi d'ailleurs, l'honnêteté intellectuelle commande, de dire que quand on critique les démocrates à cause de leur proximité avec des patrons de réseaux sociaux, par exemple Zuckerberg, quand on est tombé sur Zuckerberg en disant c'est honteux, forcément les démocrates vont se servir de lui pour construire une plateforme où tout sera biaisé, où il y aura la censure des avis contre les démocrates. Ben, dans ce cas-là, il faut dire la même chose de Musk. Parce que sinon, on n'est pas honnête. Musk, aujourd'hui, a clairement pris position pour Donald Trump. Si on a reproché à Zuckerberg d'orienter sa plateforme pour défendre les démocrates, on doit faire pareil sur Elon Musk. Parce que sinon, on rentre dans un combat biaisé, un combat idéologique. Alors moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je trouve dingue, c'est que on est tombé sur Zuckerberg, et qui est, à mon avis, le pire des lâches. Donc pour moi, on est tombé dessus à raison, qu'on soit bien d'accord. Mais de ne rien entendre sur Elon Musk, ça m'interpelle. D'autant qu'on parle quand même de quelqu'un qui démontre une fois de plus que le grand capital a l'oreille des puissants aux États-Unis et ailleurs, mais ça, à la limite, on le savait, c'est pas nouveau. Mais Elon Musk, on parle quand même de quelqu'un euh, qui a des visées transhumanistes au départ. Enfin, pas au départ, d'ailleurs, dans tout son projet, on a le projet Neuralink. Alors, on viendra m'expliquer, oui, mais c'est d'abord pour les handicapés et tout. Oui, mais comme d'hab, en fait. Tous les projets de ce genre-là, c'est toujours pour des causes nobles au départ, et derrière, ça part en cacahuète. Donc, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo, je vous renvoie vers ça. Hein. Donc, là, c'est pareil. Moi, je veux dire, on déboule. Elon Musk, on m'explique que c'est super, il soutient Trump et tout. Il y a quand même derrière la vitrine certaines aspirations transhumanistes. Je vous renvoie vers ce projet Neuralink. Là où sont les critiques de dire attention quand même, parce que bah, du coup Donald Trump dans ses bagages, il ramène Musk, qui est certes un génie, qui fait des choses extraordinaires avec Starlink et compagnie, mais derrière il y a des choses qui sont peut-être moins reluisantes, il y a des positions qui sont peut-être moins reluisantes. On se rappelle, là encore je vous renvoie vers la vidéo, de Elon Musk qui n'a jamais caché sa volonté de transformer l'empire qu'il est en train de créer en un WeChat américain. Donc le WeChat, c'est aux États-Unis, si vous voulez, en Chine, pardon, le principal réseau social, qui est plus qu'un réseau social, où aujourd'hui vous pouvez tout faire, payer, réserver des restaurants, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un projet de domination sociale à travers une application quasiment unique, un anneau pour les gouverner tous, tu vois. Elon Musk ne s'est jamais caché de ses volontés de dupliquer cela aux États-Unis. Donc là encore, qu'on applaudisse Trump sans aucun problème, et il y a plein de bonnes nouvelles et de bons aspects. J'insiste là-dessus parce que sinon on va me dire que t'es pro-Harris, machin et tout. Je prends des pincettes. Mais ayons quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce genre de choses. Donc voilà un petit peu pour ce grand volet, les amis, que je voulais faire, des endroits sur lesquels j'attends Donald Trump, j'attends qu'il réalise les promesses et qu'il y ait une vraie démarcation par rapport à, je trouve, certaines zones d'ombre. Pour continuer, on arrive doucement à la fin, après je prendrai toutes vos questions, les amis. Quelques coups de gueule quand même de manière générale sur les réactions. Je vous en ai déjà partagé quelques-unes, mais quand je vois des majorettes françaises pro-Trump qui applaudissent, alors maintenant tout le monde veut devenir Trump. Hein. Vous avez vu Bardella, Zemmour, Dupont-Aignan, tout le monde veut devenir Trump. Tout le monde se dit si Trump a réussi, on va réussir. Sauf que à droite et à l'extrême droite, qui est le camp politique un peu plus proche de Trump, enfin, pour l'instant, j'ai pas entendu Yannick Jadot avoir le projet de se laisser pousser la moumoute. La grande force de Trump aussi, c'est le discours populaire qu'il a porté. Comme a dit Pierre-Yves Rogeron, je crois que c'était chez Omerta ou Frontières, je ne sais plus, l'Amérique a voté pour Trump. Et pas seulement l'Amérique profonde. On a des musulmans à cette fameuse ville de Dearborn qu'en est le symbole, on a des latinos, on a des afro-américains, on a des descendants d'indiens, d'amérindiens, pardon. Il y a un vrai vote populaire derrière Donald Trump. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un vote populaire et un vote immigré. Ou en tout cas, de descendants de l'immigration. Est-ce que la droite et l'extrême droite ne comprennent pas ? Et notamment dans le combat souverainiste aussi, c'est une réflexion importante qui est que le souverainisme n'est pas un combat de Français de souche. Le jour où ces combats, on va dire, patriotes, vont intégrer la dimension et toute l'importance de l'immigration et des descendants d'immigrés, là, ça aura une autre tournure. Mais quand j'entends Éric Zemmour qui se bat contre le calendrier parce qu'il veut changer les prénoms, il n'est pas d'accord, et qu'il se dit que finalement Trump a réussi un coup de maître et qu'il fera comme lui, bah déjà arrête de te battre contre les prénoms. Parce que si un jour tu veux être Trump, que ce soit pour Zemmour, Bardella ou quiconque, celui qui veut être Trump,
bah déjà, il va falloir accepter que Mohamed, Boubacar et Jamila votent pour lui. Parce que sinon, il n'y arrivera pas. Ou Miguel, ou Sancho, ou qui tu veux, en fait. N'importe quel prénom, on s'en fout. Ou Sven, ou je sais pas quoi. Donc, Trump ridiculise aussi notre politique par rapport à ça. Et là, c'est à la fois un coup de gueule, mais je trouve une note d'espoir. Et quand je vous dis il y a beaucoup de positifs, je trouve qu'il est aussi là. Euh, Trump porte un mouvement populaire. Et au-delà de tout ce que je vous ai dit, l'une des grandes satisfactions pour moi, elle est là. Avant les questions souverainistes qui pour moi ne nous concernent pas, Trump démontre qu'on peut réunir derrière une ligne, alors que tous les médias vont vous défoncer, vous dire que vous êtes nazi, machin et tout, et bien en fait, tu as tout le monde qui vote. Tu as le peuple qui vote. Et c'est possible. C'est possible quand on respecte le peuple. C'est possible quand on a un projet carré, sérieux, et qu'on arrête avec des bisbilles de prénoms ou je sais pas quoi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très positif. Après, bon, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste que je comprends pas vraiment des gens de gauche qui ont applaudi Trump. Alors, pareil, que ce soit les intervenants dans les médias alternatifs et tout, j'ai pas compris. Hein, si ce n'est pour des raisons d'alternative, de souverainisme. Mais bon, comme j'ai essayé de vous le démontrer, le souverainisme de Trump n'est pas franchement une bonne note pour nous. Mais pourquoi pas. Et puis, la grande note d'espoir, parce qu'il faut quand même finir là-dessus, on l'a dit au début, mais on le redit, que ce soit le wokisme, la réduction ad Hitlerum, hein, c'est-à-dire quand il y a un ennemi du système, on vous explique que c'est Hitler, ça marche pas. Voilà. Ça fait plaisir. La force supposée de la propagande n'existe plus. Et ça fait plaisir. Ils se sont pété la gueule, ils ont échoué. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Tous nos médias, que ce soit en France, même aux États-Unis, qui ont déployé des trésors, voire des trésors, enfin des trésors d'inventivité, voire des trésors tout court. On rappelle que Kamala Harris, c'est la campagne la plus chère de toute l'histoire des États-Unis, plus d'1 milliard de dollars récoltés. C'est extraordinaire. Alors, Trump n'était pas un clodo, hein, il est à 700 millions, hein, donc voilà, on est pas mal non plus. Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle de dire que c'est possible. Il est possible de battre ce système trompeur. Mais attention quand même à ne pas faire confiance à d'autres politiciens qui vont aussi vous tromper. C'est ça aussi, à mon avis, le vrai danger. Il faut se garder un petit peu de tout ça et être prudent. Quand on arrive à vaincre un adversaire, on en a peut-être un autre dans nos rangs. Donc ça, c'est quand même aussi important. Et puis, il y a quand même des mystères qui demeurent. Pour finir là-dessus, les amis, des mystères qui demeurent. Parce qu'il faut en parler et être à peu près très clair là-dessus. Comment expliquer la surperformance de Joe Biden en 2020 ? Quand on voit la raclée, hein, je vous montre les chiffres. Hein. Obama en 2008, c'est 69,5 millions d'électeurs. Obama en 2012, 65,9. Clinton, 65,8, donc il perd en 2016. Biden, 81,2 en 2020. Harris, 67,8. Vous avez presque 15 millions de voix d'écart. C'est inimaginable. Biden met 12 millions de voix à Obama. Alors je veux bien, les Américains, ça ken beaucoup, il y a de la natalité, ok, et encore pas tant que ça. Si on écoute Emmanuel Todd, par exemple. Mais ça semble évidemment trompeur. On va être très clair. Pour moi, il y a eu embrouille là-dessus. Et donc, c'est une question. Là aussi, on parlait des promesses de Donald Trump. Il va falloir qu'il aille au bout. Il va falloir qu'il enquête sur ces choses-là, sur les tentatives d'assassinat contre lui, sur l'élection de Biden en 2020, qui semble irrationnelle quand on voit de tels écarts. Trump va devoir poursuivre, parce que sinon, ça veut dire qu'il tolère ce qui s'est passé. Donc ça aussi, j'ai hâte en fait que le boulot soit fait, et j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, j'avais des doutes, mais chapeau l'artiste. Mais dans ces mystères qui dominent, on a quand même des choses extraordinaires. On a également une carte que vous avez peut-être vu passer. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a certains États où vous pouvez aller voter sans même avoir une carte d'identité. Kamala Harris, tous les États qu'elle a gagnés, ce sont des États où on vote sans carte d'identité. Regardez, hein, vous avez les deux cartes. En bleu, c'est Harris gagnante. Et si vous comparez les deux cartes, vous avez les mêmes. Des endroits où on vote sans carte d'identité. Donc là encore, on a un grand mystère, une grande curiosité, mais on va finir. On va finir, les amis. Quelques mots de conclusion. Après, je prendrai toutes vos questions. Je sais, il est déjà 18h10, mais vous inquiétez pas. On reste ensemble, on papote. Je vais répondre à toutes vos questions, prendre le temps, c'est important. Dans la conclusion, rapidement, ce que je voulais vous dire, il y a d'excellents côtés. Il y a de très bons côtés sur l'élection de Donald Trump et je pense que c'est une bonne nouvelle à bien des égards. J'ai vraiment envie de voir le système être secoué un peu comme jamais. Donc ça fait plaisir.
et surtout comme promis, comme a dit Donald Trump, donc on verra. Maintenant, il a toutes les cartes en main, on l'a vu avec le raz-de-marée qu'il a eu, il a toutes les cartes en main, donc on a hâte de voir les Fauci, les Bill Gates, les Soros, les Schwab et compagnie devant la justice, ou en tout cas poursuivis par l'administration Trump. Donc ça, j'ai qu'une envie, c'est d'assister à cela, je pense qu'on sera d'accord. Maintenant, de manière générale, et quoi qu'il se passe, je pense que ces élections et les réactions liées nous amènent à la prudence. Hein, la propagande pro-Trump vaut bien la propagande pro-Kamala Harris ou pro-progressiste de manière générale. Ne nous laissons pas duper non plus. Ne devenons pas ce que l'on a reproché aux autres. On peut soutenir Trump sans le faire de manière complètement gaga et de dire non mais en fait Trump c'est super, c'est un anti-vax depuis le début, c'est un souverainiste qui va sauver la France. Il faut quand même y aller mollo là-dessus. On est dans l'esprit juste milieu, on garde la tête froide et porter des critiques n'empêche pas de reconnaître les mérites de quelqu'un ou de quelque chose. Je pense qu'on est là-dessus. Et puis ensuite pour finir, sur ce que nous applaudissons en France, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, mais j'ai une incompréhension complète des souverainistes, des gens qui applaudissent aveuglément et sans aucune nuance l'élection de Trump. Sincèrement, je ne vois pas en fait ce que nous applaudissons en France. Parce qu'à la limite, bon, la lutte contre le wokisme, alors c'est super, on aura peut-être moins de dessins animés Disney avec des cheveux bleus. Bon, c'est génial. Le souverainisme, j'ai entendu l'argument, ouais, mais ça veut dire que le souverainisme américain va ruisseler sur le souverainisme dans l'Union européenne. Sauf erreur, en 2016, Donald Trump était déjà souverainiste. Je ne vois pas franchement ce que ça a changé pour l'Union européenne. Si ce n'est qu'elle est devenue toujours plus américaine, toujours plus en lien avec les intérêts américains. Donc c'est peut-être même l'inverse, d'ailleurs. Parce que c'est d'abord l'Union européenne avant la France, aujourd'hui, vous le voyez. Donc je ne vois pas franchement ce qu'on applaudit avec un président américain qui favorise pas vraiment les intérêts français, une UE qui va être plus soumise que jamais. Il va mettre fin au délire woke. Oui, bon, ok. Oui, alors c'est très bien. On n'est même pas certain que ça ruisselle également en Europe. Mais bon, pourquoi pas? Si vraiment la grande satisfaction des gens qui applaudissent Trump, c'est de dire bah, c'est cool parce que dorénavant, on va plus avoir de gens qui se prennent pour des pieds de table. Bon, d'accord, ça me va très bien. Mais c'est léger. C'est léger comme bilan, comme ruissellement, si vous voulez. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, l'analyse que je voulais vous proposer. N'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est très important de débattre, de construire les désaccords. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire.